17h et quelques poussières de secondes, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour votre saga de tous les jours sur Info TV, le grand soir, au cœur de l'actualité. Comme de coutume, nous sommes, et ce soir encore, nous allons évoquer les Lions indomptables du Cameroun, puisque l'événement, c'est la CAN qui arrive à grands pas. Et ce jour, nous avons pu assister en tant qu'observateurs sportifs. Les équipes d'Info TV ont pu assister justement au dévoilement du nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun, qui s'est fait à grand renfort de communication. On a pu apercevoir quelques têtes couronnées du football camerounais. On a vu son Excellence Roger Mila pour prendre la pause, justement, pour pouvoir ce tout nouveau maillot des Lions indomptables. On va introduire ce plateau avec cette actualité-là et revenir de façon plus claire et précise aussi sur les choix de Pagou. Vous le savez, la liste est dehors, comme on dit chez nous, et justement, on peut constater avec un œil assez averti que quelques gros noms, quelques cadors, justement, de l'équipe manquent à l'appel. On en parlera ce soir sur le plateau du Grand Soir. On va aussi revenir, actualité malheureuse oblige, puisqu'il ne fait aucun doute que désormais le courant électrique relève du miracle dans nos cités et dans nos villes, nos principales villes. On parle de Yaoundé, on parle surtout de Douala. Les populations et autres consommateurs s'en plaignent à grand renfort de cris de détresse. On va donc revenir sur cette renationalisation des néos avec première conséquence majeure, significative, qui parle cette recrudescence des délestages. On va s'interroger ensemble sur comment cela est-il possible alors que justement l'on nous promettait que le courant sera disponible à toute heure, qu'il sera disponible pour tous. On a l'impression que la renationalisation ne s'accompagne pas justement de la qualité des services mise en avant. Est-ce que cela peut perdurer ainsi alors que les fêtes de fin d'année s'approchent? Ensemble, on en parle ce soir sur le plateau du Grand Soir. Une fois que je l'ai dit, je prends un grand verre d'eau du partenaire Bonis et je reviens tout de suite après pour la mise en bouche introductive de ce plateau du Grand Soir. À tout de suite. Et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal+ Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Du Grand Soir, je l'ai dit, nous allons évoquer le tout nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun et dire un mot sur la liste de Pagou et de ses adjoints et revenir de fond en comble sur cette renationalisation des néos qui ne s'accompagne pas du service qualité, la qualité des services espérés. Et pour ce faire, ce soir sur le plateau du Grand Soir, nous allons accueillir une pléthore d'invités, des politiques. Je vais commencer par présenter monsieur le maire Patrick Ngoulou, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à mes co-discutants, à vos millions de téléspectateurs. Je suis fier de retrouver des vieux amis autour de votre thématique. Je crois que les débats seront francs et sincères et que de nos paroles, les Camerounais seront édifiés et surtout qu'on aura participé à édifier notre cher et beau pays. Merci monsieur le maire pour la présence. On sait que c'est pas facile de rejoindre les studios d'Info TV en ce moment. Merci pour le geste d'amitié. Je prends votre droite et ma gauche rapide avec un autre acteur habituel et habitué de nos différentes estrades. Timothée Somba, vous êtes sur le plateau du Grand Soir sur Info TV qui vous renouvelle votre confiance. Qui vous renouvelle sa confiance. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Stéphane Barga. Toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs, mes vœux de fraternité chaleureusement exprimés à mes copanélistes. Mon bonheur est heureux de faire partie de cette portion très congrue de Camerounais qui ont le courage et qui ont l'honneur d'être invités sur les plateaux de télévision afin de participer à la fonction médiatique de la presse camerounaise telle que libéralisée par le président Paul Biya depuis les années 90. C'est toujours un plaisir d'être associé à cette agape intellectuelle qui permet de partager la lecture de l'actualité avec les téléspectateurs connectés depuis les domiciles ainsi que les téléspectateurs du digital connectés sur toutes les plateformes d'Info TV. Je m'en voudrais de sortir de cette prise de parole introductive sans faire un vibrant mais alors un vibrant coucou au top management d'Info TV incarné par le président directeur général Dieudonné Mveng ainsi qu'à tout le personnel dans la lumière, le personnel en back-office qui, selon la maxime latine Duc en altum, parvient par des chemins étroits à conduire vers le large projet Info TV. C'est vrai que j'allais m'arrêter un instant avec vous sur justement le positionnement qui est celui d'Info TV aujourd'hui. Un événement majeur, je parle là de lundi. Nous avons eu à recevoir en ces lieux le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, ce qui a valu un gros coup de projecteur sur l'ensemble du groupe La Météo et plus particulièrement sur le média Info TV. Les réactions n'en finissent plus, des félicitations, mais aussi quelques cris d'orfèvre aussi. Alors vous, en tant qu'acteur majeur, j'aime souvent aller dire des médias au Cameroun, comment est-ce que vous avez entrevu par la visite, puisque les positions sont connues, mais surtout les rendus qui ont été faits autour justement du déploiement d'Info TV durant ce moment de grande audience télévisuelle et surtout les commentaires qu'il y a eu autour. Timothée Somba. Merci pour cette occasion que vous m'offrez d'établir d'abord une précision. Contre l'individu Samuel Eto'o fils, Timothée Somba Benana, aucun problème. J'ai une lecture critique de son management du football camerounais concédé par l'État du Cameroun. Et cette lecture critique n'est pas éternelle. J'attends des résultats. Par exemple, voilà les Lions qui vont à la CAN. L'État a mobilisé 5 milliards de francs CFA pour les Lions indomptables et l'État a pris un très grand recul. Ce que tout le monde à la FECAFOOT demandait, laissez-nous travailler, claironnait-il. Si au soir de la finale de la CAN, les Lions indomptables sont victorieux, je vais féliciter Samuel Eto'o fils. Si le championnat reprend et qu'il n'y a plus tous les problèmes que nous avons décriés, dont je vais éviter de faire la litanie, je vais féliciter Samuel Eto'o fils. Maintenant, au-delà de son management, Samuel Eto'o fils reste un personnage iconique de classe mondiale. Qu'au sortir de sa réélection, quoique controversée en Bankomo, il choisit comme premier média Info TV pour communier avec le public, avec ses fans qui derrière lui se comptent par centaines de millions. C'est une marque de confiance inestimable à l'endroit d'Info TV. C'est un coup médiatique costaud pour Info TV qu'il faut saluer à grands traits. Maintenant, on ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits. Info TV aujourd'hui, grâce à la stratégie synergicielle mise en place par votre top management, brille et fait briller. Aujourd'hui, il m'est plus facile de me balader dans la rue sans que l'on ne me reconnaisse. C'est vrai, il y a quelques facilités qui sont subséquentes à ce statut, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités, parfois beaucoup d'inimitié. Info TV brille donc et fait briller. Ceux qui se camouflent et qui passent le temps à chercher la petite bête pour lancer des pics, jeter des philippiques, sont des lâches. Parce qu'aujourd'hui, Info TV devrait plutôt être soutenu par tous. Oui. Si vous venez à Info TV et vous observez qu'il y a un couac à un endroit, votre rôle pour une télévision républicaine avec un positionnement neutre, une ligne éditoriale républicaine doit bénéficier du soutien et de l'accompagnement de tous les Camerounais. Si vous avez une critique
à émettre à une œuvre humaine qui ne saurait être parfaite, mais rapprochez-vous d'Info TV. Offrez vos services d'expertise en disant il y a tel aspect que vous pouvez améliorer. Ce sera peut-être à titre gratuit au départ, mais si la critique que vous apportez permet à la télé de gagner encore en confiance, je ne pense pas que les fruits de la croissance ne vont pas vous toucher un tout petit peu. Donc moi j'encourage tout ce qui encourage Info TV et je décourage en condamnant tous ceux qui veulent tirer Info TV vers le bas. Merci Timothée Essomba. Je précise que vous êtes journaliste et directeur de publication et que votre avis sur l'espace médiatique au Cameroun compte. Je m'en veux dire un bonsoir chaleureux et surtout bienvenue à un grand ami d'Info TV, monsieur le maire Niek Sylvestre, leader de l'Union des populations du Cameroun, homme d'économie qui lui aussi est parmi nous ce soir. Bonsoir monsieur le maire. Stéphane Barra, bonsoir. Je voudrais profiter de votre tribune pour répondre à la question que vous avez posée, non, à la préposition posée à mon jeune frère Timothée Essomba. Oui. Concernant le passage ici lundi de Samuel Eto'o-Fils. Je voudrais vous dire ce que j'ai dit avant. Oui. J'ai dit avant que... Il y a un an, à peu près, quand avant, c'est pas parce que j'étais ici à 17h sur l'entrée à 18h, pendant que lui venait à 21h. Tout à fait. Mais j'ai dit, il y a un an, je lui ai dit à mon cher frère Dieu-Donné, je lui ai dit, je comprends très peu que la titraille de la météo, de la presse écrite du groupe de la météo, ne se soit jamais mis contre Samuel Eto'o. Il est arrivé qu'on titre pour encenser Eto'o dans la météo et dans l'autre journal. Informateur. Et qu'à 10h, qu'on déconstruise tout ce qui a été dit en bien d'Eto'o ici entre 10h et 12h. Je lui ai dit, je ne comprends pas ça. Il m'a donné une raison. Il m'a dit, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu qui est mon frère ami, tout le monde le sait d'ailleurs. C'est pas un secret. C'est pas un secret. est un homme qui se veut une échelle. Il permet à chacun de passer par là pour arriver là où tu veux. Même si après tu tires sur lui. Parce que c'est également arrivé. Oui. Et si nous écoute, il sait qu'il m'a consulté pour la plupart des gens qui ont tiré sur lui. Je lui donne mon avis. Donc je vous dis que le fait qu'au sortir de l'élection non controversée de Samuel Eto'o à Bancomo, petite précision, que Eto'o est accepté, parce qu'en réalité, c'était une démarche professionnelle. Oui. De venir à Info TV d'abord et pas ailleurs, est un choix stratégique. Les gens ne l'y attendaient pas. C'est ça l'homme l'intelligence d'Eto'o. On l'attendait partout, sauf à Info TV. Parce que si je me remémore de ce qui a été dit ici, comment on va l'arrêter, il va aller en prison, il a fait ceci. Et pour compléter ce que vous dites, monsieur le maire, il a été justement, il est revenu sur certaines séquences de notre déployé ici en tant que média, et il a rappelé que parfois il y a eu quelques paroles malheureuses à son encontre. Ça veut dire que lui-même est attentif à ce qui s'est dit de lui bien sûr. Sur Info TV. C'est pour ça que je vous ai dit, il a montré sa capacité à transcender ce nombre de choses. Oui. Parce qu'il aurait choisi d'aller ailleurs, alors qu'Info TV était demandeur de cette communication, que moi ça m'aurait choqué. C'est-à-dire qu'il est resté dans la rancune. Mais la preuve qu'il n'en veut à personne, il est un être humain. C'est qu'il est venu ici. Maintenant, pour la chaîne, il faut dire que ce jour-là, pendant les 2 heures d'émission, le monde entier avait les yeux braqués sur Info TV, ce qui n'est pas rien du tout. Vraiment, il faut le dire clairement. Maintenant, n'attendez pas que tout le monde apprécie le déroulé de l'interview. Oui. Le problème n'est pas de dire que c'est bon, c'est les avis. Je suis quelqu'un qui dit respectons les opinions des uns et des autres. Ce n'est pas seulement en politique. Même dans le déroulé d'une émission, il y en a qui trouvent que c'était très bien, il y en a qui trouvaient que c'était médiocre. Donc, c'est les avis. Le plus important, c'est que Eto'o a accepté de communiquer à travers Info TV. Oui. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels j'aurais bien voulu qu'on revienne avec lui, mais ce qui a été fait a donné la visibilité à Info TV. Et là, je reviens sur ce que mon jeune frère a dit. Pour chuter, Info TV brille et fait briller. C'est ça qui est important. Lorsque vous confondez ça, vous arrivez à croire que c'est vous qui faites briller Info TV seulement. Parce que, non, je ne peux pas nier que les gens font briller Info TV. Mais si vous croyez que c'est seulement vous qui faites briller Info TV,
vous êtes dans quelque chose de très grave. Il faut accepter que chacun de nous fait quelque chose pour qu'il faut trouver bris. Ouais. Mais il nous offre l'opportunité d'être visible et ce n'est pas rien. Merci, merci Monsieur le maire. Et pour vous rassurer, nous rassurer que véritablement nous brillons, à peine vous prenez la parole, je peux vous assurer que nous sommes à plus de 150 messages déjà, juste à l'introduction. Voilà. Ça veut dire que ceux qui prennent la parole pour nous pointer du doigt que les manquements sont dans l'erreur, lui n'est pas dans l'erreur, il est plutôt dans une dynamique nouvelle associative. Je m'avais dit bonsoir et bienvenue à M. Patrick Assiga, qui est le secrétaire général de ADS. Il est enseignant, il est analyste sociopolitique et il nous fait l'honneur et aussi l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes frères co-panélistes de ce soir. C'est un honneur, c'est un plaisir de retrouver à chaque fois mes frères sur cette table. Un bonsoir particulier à nos millions de Camerounais, à l'équipe technique qui nous accompagne, sans oublier l'équipe management d'Info TV. Je suis heureux, bien sûr, sur toutes les thématiques qui sont portées à notre gouverne ce soir. Et comme, bien entendu, je m'en voudrais si je ne venais pas accoler un mot par rapport à la mise en bouche de... Vous avez bien voulu. Bien évidemment, il faut le dire, nous, dans la société civile, à ADS, nous avons toujours décrié un phénomène. C'est celui de l'inertie dans la communication. Et si il y a eu des camps qui se sont dressés contre la FECAFOOT, c'est justement parce qu'on a vu constater à un certain moment qu'il y avait une crise de communication de ce côté. Et nous l'avons décrié. Vous vous souvenez que c'est la deuxième fois après son mandat, 4 ans déjà aujourd'hui, que le président Samuel Eto'o prenne la parole publiquement au Cameroun. Et c'est Info TV qui a eu, après 4 ans, vraiment cette once de magnanimité de sa part à venir s'exprimer et expliquer aux Camerounais les dessous qui se sont dit à un certain moment sur quoi que ce soit. Et il est d'ailleurs venu avec tout un sac de documents où il voulait à tous les prix montrer avec des preuves, parler avec des preuves, question de prendre le public à témoin que voilà tout ce dont vous avez passé le temps à dire. Donc c'est la raison pour laquelle moi je félicite Info TV qui a eu effectivement cet honneur. Je félicite le président Samuel Eto'o qui a, et vous vous rendez certainement compte qu'après sa sortie ici lundi, il n'y a plus trop de dissidences allant dans tous les sens, le concernant ou bien concernant un certain nombre de points. Il a mis le point sur le i. Effectivement. Donc c'est ce que nous demandons à nos administrateurs, de toujours communiquer, de toujours clarifier un certain nombre de choses afin qu'on n'y aille pas dans des fake news, dans des non-dits et ainsi de suite. Merci, donc, monsieur Assiga. C'est un honneur pour moi d'être là. Je termine l'exercice de présentation avec Maître Bala Onambele. C'est un homme politique qui nous vient du PCPDC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir également aux millions de spectateurs qui nous regardent en ce moment. Je voudrais déjà d'abord commencer par m'indigner par la circulation, la qualité de circulation qui a rondé depuis 2 heures de temps. Je suis dans un taxi, la pause centrale pour Rifoulane, et vous avez vu que je suis arrivé en retard. Et avec des grandes grandeurs et espérances, nous ne faisons que trottiner sur place. Et maintenant, concernant le sujet de mise en bouche dont vous venez de faire... c'est même pas la mise en bouche, on est encore dans les introductions. Voilà, on est encore dans les introductions. Moi, particulièrement, je ne suis pas dans la schizophrénie du football. Mais je pense que si aujourd'hui le Cameroun est un pays qui a une certaine popularité à travers le monde, c'est grâce au football. Oui. Avant Samuel Eto'o, il y a eu de grands footballeurs qui malheureusement n'ont pas eu à bénéficier cette grandeur, cette magnanimité qu'on a aujourd'hui par rapport
au traitement de certaines choses. C'est une bonne chose qu'on est à la tête de notre fédération camerounaise, mais le problème, ce n'est pas seulement être camerounais, le problème, c'est d'être compétent. Alors, c'est bien beau que M. Samuel Eto'o ait rompu sur comment on appelle ça, son silence. Hein, ce silence qui était à la limite un silence rebelle. Pourtant, quelqu'un qui sait très bien communiquer. Le football est financé par l'argent du contribuable. Donc les Camerounais s'en foutent tout ce qui se passe là-bas. Les Camerounais ont besoin des résultats. Et ces résultats-là, en dehors de ces résultats, les Camerounais ont aussi besoin que tous ceux qui ont fait dans le football puissent vivre décemment de leur activité, de leur art. Donc j'ai cet honneur de dire que en fait la présence de Samuel Eto'o à Info TV, c'est tout simplement ce qu'on dit souvent, c'est le retour de l'enfant prodigue, c'est le retour de l'enfant prodigue dans la maison. Merci maître pour votre sortie qui va nous permettre de dire à tous ceux qui peut-être habiteraient à Mars, qui ont pu rater justement ce passage historique du président de la Fédération camerounaise de football sur les antennes d'Info TV, que rien n'est perdu. Ce soir, dès 21h, vous pourrez assister en formule grandeur nature à la rediffusion de ce moment historique, nous l'avons dit. Samuel Eto'o donc sera face à Parfait ici pour justement reprendre les grands moments en entièreté de ce passage-là qui est véritablement rentré dans l'histoire. 21h, ce sera sur Info TV, la rediffusion de ce plateau. Et pour ne pas complètement sortir de l'actualité inhérente et liée à la Fédération camerounaise de football, on va dire un mot, monsieur le maire Ngoulou, sur le tout nouveau maillot des Lions Indomptables qui a été dévoilé aujourd'hui. On a pu apercevoir quelques têtes couronnées de l'espace publico-médiatique et même historique du Cameroun, puisque Roger Mila, l'ambassadeur, et quelques autres y étaient. Alors, ce nouveau maillot qui justement arrive à quelques jours du lancement de la CAN Total Énergie marocaine. Comment est-ce que vous l'avez vu? Vous avez trouvé un beau maillot, vous avez senti un maillot qui pourra nous porter vers la victoire. Il y a quelques signes que vous avez pu entrevoir avec ce maillot. Stéphane Barga, le maillot n'amène pas à la victoire forcément. Les Camerounais sont superstitieux. On dit quand on joue avec les bas rouges, on va perdre avec les bas jaunes. On a ce maillot jaune là que les Camerounais n'aiment pas beaucoup. Bon, ça c'est des opinions, comme disait le Menyek. Je suis en train de vous dire, c'est une tradition. Oui. Peut-être qu'elle a un peu disparu. Les équipementiers, à la veille de chaque compétition, font des efforts de créativité par rapport à ce que les équipes vont aborder pour la compétition. Oui. C'est donc cette tradition aujourd'hui qui a été respectée. Le maillot, il est beau, comme vous avez dit, mais maintenant, le reste derrière, c'est l'équipe elle-même. Oui. C'est vrai que la liste aussi est disponible, on va dire un mot plus tard. Restons d'abord sur les symboles avec le nouveau maillot. Oui, les symboles, vous savez que le maillot est forcément collé à notre drapeau. Oui. Il faut respecter les couleurs de notre drapeau. Et une autre particularité, c'est que nous avons quand même 5 étoiles. Il y en a qui n'ont même pas une seule, d'autres 2, 3. Nous avons 5. C'est quelque chose d'assez fort. Et je crois que, comme les uns et les autres le disaient tout à l'heure, le président de la FECAFOOT à l'art de la communication. Oui. C'est-à-dire que, comme le bon footballeur qu'il a été, le dribble est dans son ADN. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là où on l'attendait le moins, il apparaît et puis la surprise est générale. Maintenant, il voudrait donc planter le décor de la CAN, puisque nous allons quand même à cette compétition. On ne peut pas faire table rase sur l'environnement. Oui. Qui entoure donc cette équipe nationale. C'est vrai qu'il y a quelques
Silhouette qui chante quand même, les hirondelles chantent le beau temps qui peut-être arrive, mais on ne va pas oublier l'environnement qui a entouré cette équipe au cours des qualifications et qui continue. Et vous savez que même le contrat avec notre nouvel équipementier, Fortine, pour ne pas le citer, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est même beaucoup de polémiques aussi. Les gens ont estimé que peut-être qu'il aurait fallu aller signer avec des grands noms que nous connaissons tous comme équipementier. On est allé prendre un qui n'est pas encore très connu. Je pense que depuis que le président est là, il voudrait apporter quelque chose de nouveau. Il veut rompre avec ce qui se fait habituellement au Cameroun. C'est pour ça qu'il est allé d'abord chercher le premier. One All Sport. L'aventure n'a pas marché. Il est allé, et moi j'ai loué son courage à l'époque. Il était vraiment sous toutes les critiques, mais il a accepté il s'est trompé. Il a rompu le contrat et allé chercher quelqu'un d'autre. Nous attendons évidemment que, comme on a vu le beau maillot aujourd'hui, qu'on regarde des beaux matchs de football avec des très beaux buts des Lions. Amer Pankaché sur le plateau, je me tourne vers vous. Monsieur le maire Niek, c'est vrai que au-delà justement des aspects esthétiques liés au dévoilement du maillot, il y a une autre actualité qui fait abondamment réagir, qui est complémentaire à celle-là, c'est la liste. On a déjà en filigrane, à moins d'un dernier changement, les tout premiers choix de Pagou, qui est désormais aux affaires du côté de la fédération, et tout ce qu'on peut y dénoter, c'est que quelques gros noms de l'équipe nationale sont aux abonnés absents. On a Andro Nana qui n'est pas là, on a Vincent Aboubakar aussi qui n'est pas là, eux qui étaient présentés comme les cadors, les patrons de l'équipe. Est-ce que Pagou, à quelques jours justement de la CAN marocaine, ne prend pas un risque assez fort? Vous avez lâché le mot, les patrons de l'équipe, ça n'existe pas. Il y a quand même des patrons de vestiaire. Non. Patron du vestiaire, c'est le coach. Il faut dire que les plus anciens, si vous voulez, c'est pas moi qui veux, c'est les plus anciens, ils ont une certaine expérience qui est due à leur expertise également, mais une équipe n'est pas la conjonction des individualités. Une équipe, c'est d'abord la discipline. Oui. Non, d'abord un objectif fixé par le coach à atteindre. L'État du Cameroun à travers sa fédération fixe un objectif. Il me semble que l'objectif a été fixé à Pagou de faire mieux que la dernière fois. Oui. Maintenant, lorsque l'objectif est fixé à Pagou, lui-même se fixe un objectif et il se donne les moyens d'y arriver. Si les moyens d'y arriver nous amènent, enfin, pour le coach, à écarter ceux qui ne vont pas entrer dans le choix, à la fois discipliné et tactique de l'équipe, il faut accepter ça. Alors, je m'en vais de façon synchronisée avec vous, porter à la connaissance des Camerounais nombreux qui nous regardent, justement, et qui peuvent avoir des inquiétudes sur la présence des uns et des autres à chaque fois que vous parlerez, rappeler et révéler justement les premiers choix de Pagou. Alors, nous avons 4 gardiens de but. Le tout premier sur la liste, c'est Davis et Passy. Nous avons Simon Omosola, Simon Ngapadouebou, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, et Edouard Somban. Première absence notable, il s'agit de l'absence d'André Onana, qui jusque-là était l'un des vice-capitaines ou les capitaines de l'équipe nationale, qui ne sera pas de l'épopée marocaine. Ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Quand on ne soit pas là, ne vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas. Je vous dis pourquoi. En tant qu'ancien président de club, oui, il m'est arrivé même de donner des consignes pour qu'un joueur ne soit pas là, bien qu'il soit le plus brillant. L'objectif que Pagou se fixe peut ne pas être en phase avec la présence de certains joueurs, fût-il les meilleurs. Et il faut le comprendre. Lorsque vous voulez changer ça, vous assumez le reste. Oui. Et c'est pour ça que je me dis qu'une équipe en reconstruction, parce que je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que 28 ans pour André Onana, il est encore dans... pour les gardiens de but. Mais pour un joueur de champ, 21 ans, on t'envoie la retraite. Zidane a pris la retraite à 31 ans. Oui.
C'est ça la réalité. Donc, lorsque vous avez un gardien très bien comme Onana, il faut le reconnaître, de 28 ans, il faut commencer à préparer la relève pour ne pas être surpris. Lorsque vous avez un Aboubacar Vincent, avant centre de pointe, normalement, d'un certain âge, parce que je ne connais pas l'âge. Hein. Je reste avec vous une minute, monsieur le maire. Oui. J'interroge le président du club que vous êtes, Ouais. ou ancien président, Oui. ça dépend. Lorsque vous observez véritablement la cartographie des gardiens de but au Cameroun, est-ce que vous pensez que l'écartement ou alors la non-sélection d'André Onana ne peut être qu'inhérente à des choix de préparation d'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas là une raison sportive, peut-être, ou extra-sportive dans le pire des cas? Il n'y a pas de raison extra-sportive. Je vous ai dit au départ que lorsqu'on se fixe des objectifs à atteindre, Oui. tu comprends, non? Il peut arriver qu'on écarte sur le plan disciplinaire et de la mise en phase de l'équipe. Le meilleur? Oui, l'un des meilleurs. Ça peut arriver. Non, le meilleur. Non, l'un des meilleurs, je suis désolé. Pour le cas d'André Onana, est-ce qu'il y a mieux au Cameroun en ce moment? Non, moi, je parle d'une équipe. Je ne parle pas des gardiens seulement. Je parle d'une équipe. Landry Mbemo, qui me semble être nouveau capitaine, n'a rien à envier aux autres. Mais c'est une équipe. Moi, le plus important, c'est que qu'on laisse l'entraîneur faire son travail. Oui. Et qu'il l'assume. Maintenant, assumer pour moi veut dire quoi? Parce qu'il ne faut pas être dans l'intrigue non plus que, bon, vous avez choisi de faire, faites. Mais si vous échouez, vous perdez, non. Non. Assumer veut dire que l'entraîneur est dans une phase de reconstruction. Ça a commencé sous son Barnac. On n'a pas compris ça. Nous sommes assoiffés de victoires où nous voulons gagner même sans travailler. Changer les entraîneurs tous les jours n'est pas bon non plus. Je pense que Pago au moins, parce que le fait de nommer Pago me semble une décision de souveraineté, parce qu'on veut renationaliser le banc de touche. Je suis entièrement d'accord. Mais il faudra accepter que les gens se mettent au travail et rebâtissent une équipe Merci. qui ressemble à celle de 2002, à celle de 90 et autres. Sinon, on va changer tout le temps et on va toujours recommencer. Mais puisque vous voulez parler d'André Onana, je dis quelque chose. Rappelez-vous qu'en 2017, André Onana avait été écarté. Rappelez-vous, il a été écarté plusieurs fois. Ce n'était pas Pago. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut faire une équipe. Si c'est moi qui dérange, on m'écarte. Mais au management, Timothée Osemakel le sait. Vous pouvez avoir le meilleur journaliste, mais qui fait fuir les autres? Vous faites quoi? Vous avez besoin de 5. Vous avez un meilleur qui ne peut pas être 5. Vous faites quoi? Vous écartez les 4 pour un seul. Il est arrivé que vous passiez du public. Mais c'est ponctuel. Timothée l'a si bien dit. André Onana, il n'a pas dit qu'il a été chassé de l'équipe nationale. Il n'est simplement pas sélectionné cette fois-ci. Mais il pourrait être sélectionné la prochaine fois. Merci. Alors, on poursuit la présentation des noms, puisque les Camerounais s'impatientent. Nous avons en défense Samuel Junior Koto, Gersigno Nyamsi, chez Malone, nous Tolo, nous avons Flavien Enzo Boyomo, nous avons Nagida Mamadou, nous avons Junior Chamade, nous avons Christopher Wo, nous avons Darlene Yongwa. Alors, Timothée Somba, je me tourne vers vous. Il y a des absences qui peuvent interpeller. L'expérience de Michael Ngado-Gadri n'a pas été prise en compte. Nous avons aussi Jackson Chachua de Wolverhampton, c'est en première ligue, qui manque à l'appel. Est-ce que Pagou, qui va vers la CAN marocaine, lui, il y va pour apprendre ou alors pour essayer de faire des résultats? Il va pour échouer, simplement. Voilà. Parce qu'il ne se met pas dans les conditions pour gagner une CAN. La liste des joueurs n'est pas une liste d'humeur. La liste des joueurs répond à des critères. Oui. Ailleurs, si je prends le cas de la France, que je suis le mieux, Didier Deschamps vous dit que je sélectionne les meilleurs qui jouent qui sont titulaires dans leur club des grands championnats. Il va vous prendre Michael Olise qui joue au Bayern. Oui. Les critères sont relativement, du moins à 70% objectifs et connus. Si bien que tout Français supporter des Bleus peut déjà lui-même constituer une liste sur la base de qui joue dans les grands clubs, qui est titulaire. Vous ne pouvez pas faire une liste d'humeur. Aucun joueur n'a été sanctionné par la FECAFOOT. Il n'y a pas eu convocation de conseil de discipline. Rien. Quelqu'un vient, il fait une liste de règlements de compte où le meilleur gardien d'Europe à l'heure actuelle, avec 10 matchs sans défaite et 7 clean sheets, ne figure pas. Quel est le critère objectif? Ce n'est pas objectif. Et ce défaut d'objectivité déteint sur tous les autres qui n'ont pas été convoqués. Vous avez le meilleur milieu de terrain africain jouant en Europe, Zambouanguissa, qui n'est pas là. Des informations ne font pas. Il serait blessé. Stéphane Barga, il serait blessé comment? Il était la dernière fois. La CAN
La CAN, avec 4 pays. Même avec Naples. C'est plus d'un Ne joue mois. pas l'heure, tu vois. La CAN a 24 pays, c'est plus d'un mois. Le Maroc va avec Hakimi. Est-ce que Zambangui s'est plus blessé qu'Hakimi? Vous voyez, Vous en avez le problème, c'est que le dispositif actuel est un dispositif de spoil system. C'est notre tour et on fait comme on veut. C'est ce qui se passe avec les Lions indomptables. Et c'est là, ça fait partie des éléments de banalisation du label Lions indomptables. Regardez la cérémonie de présentation du maillot. C'est une cérémonie à 1000% au rabais. Une cérémonie. Vous espériez quoi, Timothée? On a vu l'ambassadeur Roger Mila de ce côté, on a vu quelques noms bien connus. Je suis en train de dérouler. Je vous dis pas sur la baie. On a vu des stars. C'est une cérémonie au rabais qui n'a. Quelle star? Il y avait quelle star? Moussig le charismatique. C'est pas une star au Cameroun? Voilà, quelle star? Faut arrêter ça. Le marketing sportif. Michel Michel Caron peut signer l'autographe à quel jeune de 18 ans qui le connaît? Non, même Roger Mila. Ça ne vend plus. Le marketing sportif, il faut distinguer. Les hommages faits aux anciens n'ont rien à voir avec le marketing sportif. Roger Mila aujourd'hui est une icône légendaire. Oui. Mais ceux qui doivent acheter le maillot, cette jeunesse qui a 18, 19 ans, 20 ans, ne va pas acheter le maillot de Roger Mila. Ils ne l'ont pas vu jouer. Ils vont acheter le maillot de Mbomo, ils vont acheter le maillot de Onana, de Vincent Aboubakar, de Passy qui a réalisé l'un des plus beaux arrêts de la dernière Coupe du Monde. Oui. Vous voyez un peu. Or, on a une cérémonie de spectacularisation de faux enjeux. Vous dévoilez le maillot. C'est beau. C'est une cérémonie marketing qu'on capitalise avec une soirée de gala, avec des invités de renom, avec une boutique qui permet d'acheter le maillot. Qui organise? Je dis, celui qui doit organiser la alors l'essentiel, monsieur entier. Non, moi je ne veux pas savoir qui organise. Je dis comment ça se fait ailleurs pour rentabiliser le maillot. Le prix du maillot qui est à 75 000 francs. Au cours de cette cérémonie, si on avait fait les choses bien, le prix aurait pu être assez démocratisé pour que ceux qui ont l'honneur d'assister à la cérémonie l'acquièrent même à 20 000 ou 25 000. Oui. Maintenant, vous avez un équipementier dont personne ne connaît le coût du sponsoring. Lorsqu'on sait que les joueurs sont à 4 ans sans prime de sponsor à la FECAFOOT, combien faut-il nous rapporte? Le dernier rapportait combien? Le dernier rapportait combien? C'est pas un barga. Nous sommes encore dans J'ai introduit sur cette thématique en parlant de la banalisation du label Lions indomptables. La banalisation commence par l'opacité des contrats ailleurs rendus publics. On doit savoir combien un équipementier nous donne. À l'époque, nous avions Puma ici. Tout le monde savait que Puma donnait 1,2 milliard de francs. C'était connu. Ce ne sont pas des contrats cachés. Mais maintenant, il y a des clauses à l'intérieur qui ne sont pas souvent révélées en raison des spécificités liées au type de pays. Mais le montant global est connu, puisque il y a le fisc qui doit vérifier combien. Ouais. Voilà, donc il n'y a rien de caché. La seule vérité qui est là est que on ne peut pas parler de reconstruction d'une équipe en écartant les cadres. Je me rappelle que Blida, qu'on vante tous les jours, Blida, c'est André Onana qui était au goal à Blida pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Donc, la victoire se bâtit comment? Vous avez un nouveau coach, il fait asseoir. L'André Onana, c'est des gamins de 28 ans. Quand vous dites qu'André Onana a 28 ans, je suis son aîné de 10 ans. C'est un enfant. On les appelle tous. On dit, voici la nouvelle ère. Nous voulons tous travailler pour le Cameroun et faire briller le label Lions indomptables. Voici les nouvelles conditions de travail. Celui qui ne peut pas supporter ces conditions de travail, c'est le moment de prendre sa retraite. Or, quand vous frustrez des garçons comme ça, très tôt, qui sait ce qui va se passer demain? Donc moi, je dis à M. Pagou qu'il n'entre pas dans ce qui a entraîné la non-reconduction du contrat de son. Qu'il sache aujourd'hui qu'il est sélectionneur, patron des Lions indomptables. Et qu'en tant que patron des Lions indomptables, il n'est pas obligé de tout accepter de la FECAFOOT. Il y a des choses sur lesquelles il doit dire
Non. Merci. Parce que c'est l'Afrique qui a posé une liste, c'est ça? Timothée et Il a demandé de Somba. chasser les joueurs. On va poursuivre On a l'exercice aucune puisque preuve. les Camerounais s'impatientent. C'est ma lecture. Ils veulent connaître, le milieu de terrain. Alors, on va dire, en milieu de terrain, nous avons, selon Pagou, Carlos Baleba, qui est à Brighton. Nous avons Arthur Avom de Lorient. Nous avons Eric Junior, Gina Ebimbe. Nous avons Arnold Maël Camden, qui lui nous vient du Brésil, d'une division inférieure, c'est vrai. Dani Namasso. Nous avons Christian Bassogok. Nous avons Olivier Kemen, nous avons Brian Mbomo, Georges Kevin Nkoudou, Jean Junior Onana, nous avons Olivier Kemen, nous avons Martin Botrel Atemongue Ndie. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Assia. Selon monsieur Somba, c'est parti pour échouer, mais nous avons un milieu de terrain qui regarderait certains milieux de terrain africains les yeux dans les yeux. Stéphane, il faut dire une chose. Nous allons en cette Coupe du Monde. Coupe d'Afrique pour l'instant. Merci Roland. Nous allons en cette Coupe d'Afrique sortant d'une situation un peu complexe. Renouvellement de l'équipe technique que je n'avais pas souhaité d'ailleurs parce que je reste constante sur ce que j'avais dit. Lorsque nous allons à une compétition, il aurait été souhaitable que nous allions avec le coach qui a préparé ces derniers jusqu'à ce niveau. Mais c'est déjà arrivé. Il se trouve donc que pour répondre premièrement à Timothée et Somba, cette période de conciliation qu'il aurait souhaité que le coach Pagou ait avec les joueurs, le temps ne lui permettait pas de rassembler ces derniers et de leur parler effectivement dans le sens de la pesement. Je vous en prie, monsieur Somba. À partir de cet instant, eu égard de toutes les péripéties qui ont sévi dans la tanière, et je rappelle que Pagou était présent. Il est présent dans cette tanière depuis un certain moment. Oui. D'où ses choix en fonction des agirs des uns et des autres, des comportements des uns et des autres. Il a donc trouvé mieux et nécessaire d'aller d'abord en Coupe d'Afrique. C'est arbitraire, c'est le problème. Et certainement revenir. Parce qu'il est tout à fait clair que la FECAFO n'a jamais suspendu un seul joueur. À partir de cet instant, il a fait son choix, il a pris sur lui de choisir ces garçons. Mais maintenant, la grande crainte du public sportif, c'est l'inexpérience. Lorsqu'on voit un milieu de terrain où Christian Bassogok ferait office de vétéran ou de cadre, Baleba, Avom, ils sont relativement jeunes. Malheureusement, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'expérience, c'est lorsque tu as mis du temps à un poste et du coup tu acquiers de l'expérience. Non. Il faut toujours commencer quelque part. Si tu n'exerces pas, tu ne peux pas acquérir de l'expérience. Tous ceux qui s'estiment être expérimentés aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Il faut aussi permettre à cette jeune génération de commencer quelque part et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons tout simplement rester dans la constance. À savoir que lorsqu'on a réussi à fabriquer un noyau qui va permettre, même s'il ne gagne pas la CAN, mais de rester dans une continuité et dans une synergie. Malheureusement, monsieur Assidia, vous accepteriez que les Lions indomptables soient éliminés au premier tour? Malheureusement, c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème du public camerounais. Parce que nous sommes dans une situation d'éternel recommencement. Nous avons quand même le Gabon et la Côte d'Ivoire entre poules. Souvenez-vous que Rigobert Song a commencé un travail avec certains noms qu'on ne retrouve même plus aujourd'hui. On ne sait plus où sont partis ces jeunes. Il était question... La définition des critères. Il était question qu'on continue avec ces derniers jusqu'à ce qu'ils soient matures. Les Gobert sont commencés avec les Ben Elliott. Ils sont où aujourd'hui? Avec Mabrice. Ils sont où aujourd'hui? Il n'y a pas que lui. Et maintenant que Pagou arrive aujourd'hui, on se pose la même question. Est-ce qu'on va le débarquer après la CAN pour qu'un autre revienne encore avec d'autres nouveaux visages? C'est un peu cet éternel recommencement. Il n'est pas normal que nous ne voulons pas. Ne figure pas dans cette équipe nationale. À partir de cet instant,
À partir de cet talent instant, qu'il faut. le coach reste C'est parce qu'on n'a pas de critères unique objectifs. responsable de ses choix. Oui. Parce qu'il a une tactique à Si on avait mis tel et tel, vouloir je sais implémenter, bien. Non, pas à moi, vouloir pas moi. insuffler à ses enfants. Moi, j'appelle Et nous vraiment l'attendons sa effectivement convocation sur le du pied du mur. Ah, parce que il y a un nom, Kamdim, que vous avez, qui a fait vraiment les choux gras depuis sa convocation, où on est allé le prendre en soit 5e division au Brésil, Non, 6e. 6e division au Brésil. On s'interroge. Mais Mais la 6e division du Brésil on peut se est dire meilleure une que chose. notre championnat. On peut se Parce dire que une c'est un chose. championnat fédéral. Tout à fait. Un coach Ils qui sont convoque un joueur, même si c'est en 6e division au Brésil, c'est la connaissance qu'il a de ce joueur qui fait en sorte qu'il puisse le convoquer. Et on se dit, Chaque coach il a est son libre intérêt. Merci. de le convoquer. Non, il faut Et pas voir ça le dans le discours, le discours que Timothée commence à entretenir aujourd'hui ne sont pas les discours à nous amener avec sérénité à la CAN. Je l'invite à apaiser son discours aujourd'hui afin de ne pas davantage mettre de l'huile dans le feu. Vous avez Nous dit- voulons de l'apaisement. Avec les choix La arbitraires, vous avez CAN, dit- c'est pour bientôt. Moi, je Ces constate discours ça. ne nous servent à rien. Merci, monsieur Assiga. Je vais finir avec Maître Bala Nambélé. On sait, et j'achève pour les Camerounais qui nous regardent nombreux, les attaquants de Pagou sont ceux-ci. Nous avons Christian Kofané, c'est pas un secret, il est Bayern Leverkusen. Nous avons Franck Magri de Toulouse. Nous avons Karl Eta-Eyang de Levante. Nous avons Patrick Soko, que nous n'avons pas encore bien localisé. Voilà l'attaque de monsieur Pagou. Mais au-delà de cela, monsieur Onambele, nous avons aussi que le ministre des Sports, lors de sa récente communication, a dit que désormais, il va laisser la fédération travailler, ce qui sous-entend qu'au moment du décompte, il faudra que la fédération aussi assume en cas de manquement. Stéphane, je vous ai dit tantôt que je ne fais pas partie de la schizophrénie du football. Vous voyez, le football est un souci des passions au Cameroun à un niveau où les problèmes les plus fondamentaux sont aux oubliettes. Je vais commencer par la position du ministre. Je suis particulièrement à 1000% d'avis que le ministre. C'est-à-dire laisser chacun dans son domaine faire ce qu'il peut. Oui. Pour que tôt ou tard, lorsque il y aura un problème, On a l'impression que le Camerounais soit qu'il y ait problème. Que justement il y ait des comptes performances pour qu'on dise que on vous avait dit, comme on dit au quartier, que la fédération était inapte justement à s'assurer du management et même à mener les Lions indomptables vers une dynamique de victoire. est-ce que ce sont les Camerounais qui ont créé les expressions d'églisiens, expressions des Qui a créé ça, les Gabonais? Moi, je me pose la question. Moi, le véritable souci, c'est quoi? C'est que personne ne veut du mal à l'équipe du football camerounais. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qu'on laisse, on ne comprend pas pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas laisser les autres faire leur travail. Par exemple, le ministre Oui. a lavé les mains. C'est-à-dire, il a fait comme Ponce Pilate. Il dit, On a lavé ses mains ou bien lavé les mains? il a lavé lui-même ses mains. Pas qu'on a Est-ce que le lavé ministre a lavé les mains? Quand le ministre, dans sa communication, appelle la fédération à faire des choix objectifs, par exemple sur la liste, ça veut dire que le ministre conteste même déjà les premiers choix de Pagou? Non, ça Cela ne veut pas dire laver les mains. c'est une vision sage de la personne, parce qu'il ne faut pas entrer dans ce que vous n'allez pas me dire que aujourd'hui, monsieur le ministre serait incapable, avec tout le staff technique qui tourne autour de lui dans son ministère, ne peut pas prendre le devant de positionner qui il veut et comme il veut, si possible même faire ce bras de fer qu'on a toujours eu à vivre à chaque fois que ça se passe. On sait que l'entraîneur qui est actuellement à la tête des Lions, si il dit qu'il prend ses responsabilités aujourd'hui, demain
il ne sera plus l'homme aimé de celui-là qui l'aurait placé pour qu'il fasse la chose comme il veut. Il tourne la machine, la manivelle comme cela se doit. Donc, tous les choix stratégiques qui sont actuellement faits, tant mieux si ça réussit, tant pis si ça ne... Demain, après-demain, ça ne donne pas. Merci, Maître Nambélé. Je prends quelques réactions parmi celles qui sont arrivées. Je commence par celles qui nous viennent hors de nos frontières, parce que la vie d'ailleurs compte. Je prends ces réactions de Côte d'Ivoire. Bonsoir Stéphane. Je voudrais demander si le journal de M. Somba est connu. Oui, moi je vous réponds. La République Presse, c'est l'un de tes titres phares. Les journaux. Est connu. Les journaux. Lui qui donne des leçons de management à Eto. Est-ce que le ministre lui-même a assumé l'élimination de la Coupe du Monde 2026? Bon, c'est une interrogation. Bonsoir à tout votre panel et à vous-même. Mon combi est redevenu notre combi. Mais on se méfie toujours de ce... Bon, bref. Ce jeu de mots avec une personnalité vraiment ne nous intéresse pas sur ce plateau. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Somba aime la contradiction. C'est bien, mais il n'est pas très assis en matière de football. Quelqu'un qui ne sait pas qu'en football, former une équipe obéit à des critères techniques, tactiques, psychologiques et disciplinaires. Le cas où on en a, toujours chassé par des coachs, c'est lui le problème. Merci pour l'avis. Le message n'est malheureusement pas signé. Bonsoir à vous sur le plateau. Timothée Essomba doit laisser le coach Pagou faire son travail en prenant ses responsabilités. L'équipe des Lions Indomptables n'est pas un refuge d'indisciplinés, quelles que soient vos compétences. Jean-Paul Ekounou a réagi. Je prends rapidement cette communication qui nous arrive. Bonsoir à vous. Juste pour rappeler à Timothée Essomba que Zambo Anguissa est officiellement blessé jusqu'à la fin janvier. Le coach Pagou ne peut pas encore composé avec des joueurs qui se sentent supérieurs à lui. Merci à vous, cher monsieur, pour la communication. Bonsoir. Demandez à Timothée Somba que Aboubakar et Faye Collins jouaient dans quelle équipe quand Marc Brice les sélectionnait. C'est vrai que c'est une interrogation. Roger Mila joué où? Qui peut avoir un sens. Bonsoir. Monsieur Somba, on est par le football. On ne juge pas les choix d'un coach sportif sans avoir vu développer son système de jeu. En 2017, on l'a gagné avec les no-name. C'est la cohésion qui fait un bloc fort. Merci à vous, Guy, depuis un Bancomo. Bonsoir le panel. De grâce, laissez M. Pagou faire son boulot. Au Cameroun, nous avons 30 millions de joueurs et 30 millions de coachs. Nous voulons vivre une aventure avec un entraîneur national. L'heure n'est plus aux polémiques. Je préfère m'arrêter là sur votre contribution. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, dites ODP et Somba. Il ne connaît pas, il ne s'y connaît pas dans le marketing footballistique et aussi, comme il dit, il est l'aîné d'André de 10 ans. Donc, il veut nous faire comprendre qu'il a 38 ans, alors que ça... Puisque c'est vrai. Je ne vois pas le rapport avec la petite sœur de M. Somba sur le plateau. Non. On parle justement des Lions Indomptables, on ne parle pas de la vie privée de M. Somba ici. Bonsoir et bon début de week-end. Monsieur devrait respecter les panélistes par rapport à leur temps de parole. Il vient évoquer le cas de la France en oubliant que l'ancien ballon d'or Cantona avait été écarté par l'équipe de France par Aimé Jacquet, Trezeguet et Benzema. Pour ma connaissance, je ne sais pas, Cantona a été ballon d'or en quelle année? Ballon d'or France Football, on va regarder. Pour la présentation du maillot, Eto et Roger Mila étant les icônes de notre football, je pense qu'il n'y aurait pas mieux comme ces deux-là pour faire rayonner cette cérémonie. Par ailleurs, il y a lieu de féliciter le ministre des Sports pour avoir accompagné l'Africa Foot dans sa logique de changement. Merci pour la contribution. Alors, si vous appelez au même moment, on ne pourra pas relayer toutes celles qu'il y a. Je préfère prendre une dernière avant de m'arrêter. Bonsoir, M. Mbarga. Abouakar est le meilleur buteur camerounais des qualifications pour la CAN. Est-ce que Pagou a un contrat? Je ne crois pas. Donc, il a besoin de Ndolé pour... Non. Vous voulez faire déjà un procès à Pagou qui n'a même pas encore fait une seule rencontre en tant que coach en parlant de Ndolé. Bonsoir.
l'aspect le plus important dans le sport, c'est le facteur psychologie. Merci. Bonsoir, juste à Monsieur Somba. Oh là là, c'est pas l'émission des Somba contre les autres. On va prendre un break et revenir tout juste après pour évoquer des aspects plus sérieux. On va parler de la renationalisation des NEO et ce retour en force, on va dire, du délestage au Cameroun. Tout de suite. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir après justement la phase émotive avec les Lions indomptables. On va essayer maintenant de parler de choses un peu plus sérieuses encore, puisque ces choses sérieuses font beaucoup de tort aux ménages camerounais. On va dire avec vous, maître Ballon Nambélé, que les ménages sont véritablement en difficulté lorsqu'on évoque cette délestage à n'en plus finir. Certains s'en reviennent et même aujourd'hui regrettent le départ déjà 2 semaines après des NEO. Oui, Stéphane, je suis très ému d'aborder ce sujet qui concerne... On l'a constaté aussi. Oui, qui concerne la nationalisation des NEO. Je vous dis, j'ai personnellement été victime à plusieurs reprises de manquer à mes devoirs professionnels à une certaine heure pour travailler depuis un certain temps, sans compter qu'au niveau de la maison, les vifs du fait que le courant ne fait que partir, on ne sait pas où, il revient à n'importe quel moment, on ne sait pas quand. En ce qui me concerne personnellement, je pense que le problème de NEO, la renationalisation des NEO est un problème qui s'oppose avec acuité. Parce que la renationalisation des NEO et le retour des délestages, comme l'indique le thème, intervient dans un contexte où le Cameroun est en train de traverser l'une des pires crises énergétiques de l'une de ces dernières années. Donc, en reprenant l'entreprise pour 78 milliards, l'État espérait restaurer sa souveraineté énergétique. Et ceci, en toile de fond, il faut rappeler que le rachat de NEO par l'État du Cameroun est représenté le rachat de 51%, voilà, le rachat de 51% des actions de Actis à NEO a fait que l'État devienne désormais l'actionnaire majoritaire à 95%, dont les autres 5% reviennent au personnel. Oui, au personnel, les employés. Maintenant, nous sommes surpris par des bousélats qui disent que non, c'est bien, l'État est devenu encore propriétaire de la société, d'énergétique et tout ça. Mais est-ce que c'est là où se trouve le problème? Est-ce que le problème des NEO, est-ce que le problème des NEO se trouve au niveau de qui possède NEO, c'est-à-dire qui a la souveraineté populaire? C'est la question que vraiment on se pose. Les vraies questions qu'on devrait se poser seraient d'abord, premièrement, quel est le bénéfice réel des ménages
et des entreprises dans un contexte de délestage chronique et de pression fiscale croissante. Oui. Et dans la même suite des questions, est-ce que la reprise des néos allégerait-elle la facture ou aggravera-t-elle la dette publique qui est déjà sous tension? Parce que, Stéphane, il faut rappeler que l'État hérite un passif lourd qui limite sa capacité à améliorer sa situation à court terme. De cette capacité, ce passif, c'est de 280. Allez-y. Oui, voilà, c'est 280 milliards de travaux de maintenance non réalisés sur les barrages de Son Loulou et de l'Ardo, qui n'ont jamais été exécutés lorsque la concession privée était encore en cours. Oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut encore rappeler, c'est que l'État doit assumer une charge mensuelle de 10 milliards de francs qu'il doit verser dans le contrat avec Nachtigal. Donc ça fait 120 milliards l'an que l'État, que l'électricité soit consommée ou non, que l'État devrait verser. Sans compter que avant ça, il y a 500 milliards de dettes cumulées avant la renationalisation des néos. Alors, en résumé, vous voulez nous dire quoi concrètement? En résumé, nous voulons dire que cette renationalisation des néos est tout simplement le transfert des dettes privées vers l'État. Merci. Merci, Maître Mambélé. Je prends l'avis de M. le maire Ngoulou. Alors, c'est vrai que lorsque l'on sort des chiffres, que l'homme politique sur le plateau nous brandit ici, on pourrait se poser la question de pourquoi renationaliser si on doit s'engouffrer dans un cycle de dette à n'en plus finir et que la qualité des services ne suive pas. Est-ce qu'il y avait d'abord urgence à renationaliser, monsieur le maire? On pouvait continuer comme ça, avec le minimum qu'Eneo offrait à la possibilité des Camerounais. Il faut quand même reconnaître qu'avec Eneo, le consommateur que je suis, on avait un peu oublié le délestage. Stéphane Barga, je pense que nous sommes dans une situation où les Camerounais veulent parfois quelque chose et son contraire. On reproche beaucoup de choses à l'État. Quand l'État veut faire des choses, une fois l'État réalise un pas, on exige 120 pas tout de suite. Oui. Je crois le contrat, il n'y a pas 2 mois de cela. Est-ce que il n'y a même pas 1 mois. Est-ce que le ministre a déjà eu le temps même de reprendre seulement les documents? On n'évoque même pas encore le ministre. Le ministre, lui, n'est pas concerné ici. C'est lui qui doit réorganiser. Oui, pas son rôle. Puisque là, maintenant, Eneo s'en va, ça veut dire avec son administration, oui. Il faut maintenant nommer un nouveau management. Il faut. Je crois que l'État camerounais a traversé des contextes très compliqués. Oui. Et ça, les gens l'oublient. Quand son Excellence Paul Biya parlait des grandes ambitions en 2004, c'était justement pour aller vers l'industrialisation du Cameroun. Et il engage la construction des barrages. Malheureusement, avec les fortes crises, on est obligé de vendre ce qu'on appelait la Sonel. La Sonel étant partie, vous savez que l'État camerounais travaillait avec des sous-traitants. Oui. C'est les sous-traitants qui géraient la maintenance du réseau, qui remplaçaient les poteaux, qui faisaient pratiquement tout. Ça donnait même de l'emploi aux Camerounais. Eneo, qui est un commerçant, est arrivé. Il a pris essentiellement le volet commercial. C'est-à-dire qu'il fallait que l'argent qu'il a engagé entre dans ses caisses. Il y avait dans la convention des obligations d'investissement qu'il n'a pas assumées, qu'il n'a pas assurées. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait? Donc la était urgente. Bien sûr, puisque le réseau est devenu vétuste. Les barrages qui fonctionnent n'arrivaient pas à entrer en fonctionnement. L'État a même été obligé de créer 2 autres structures
pour essayer de supplier la distribution d'énergie. On a créé le transport et la production. Laisser le volet commercial à Eneo. Nous avions toujours des problèmes d'énergie. Les délestages que vous décrivez aujourd'hui là, c'est le même phénomène qu'on vivait avec Eneo. Maintenant, vous pensez que c'est parce que Eneo est parti à un mois que la situation est devenue pire. Laissez quand même on ne pense pas, on évalue au égard à la situation des délestages qui ont... L'évaluation un mois seulement après. Seulement un mois après. Donc, en réalité, donnez quand même un peu de temps au gouvernement de réorganiser le secteur. J'espère que vous avez vu dans les journaux que ces sous-traitants sont en train de menacer d'entrer en grève. Et quand ils entrent en grève, c'est le passif des néos qui ne les prenaient plus en compte. Moi, je connais au moins 3 ont fermé. Ils n'étaient pas une dizaine. Les quelques 5 qui fonctionnaient sont pratiquement à l'arrêt aujourd'hui. Parce que même remplacer les poteaux qu'ils faisaient dans la ville, vous regardez les poteaux en bois là, ça tombe partout. Et Néo s'en foutait. Il fallait donc, est-ce qu'il fallait laisser la situation telle qu'elle? L'État a sommé Néo de respecter l'aspect investissement. Il n'a pas bougé. Maintenant, l'État est obligé de reprendre... Alors, à ce niveau, on s'arrête avec vous, monsieur le maire Mboulou. Les 78 milliards que l'État paye, c'est à qui et pourquoi? Eu égard au fait que Eneo n'a visiblement pas respecté son cahier des charges. Bon, c'est vrai que les débats que nous faisons, les 78 milliards, ce n'est pas forcément de l'argent liquide. Oui. C'est des compensations des taxes et autres que l'État préfère abandonner. Non. Allez-y, vous allez chuter, monsieur le maire. Vraiment, ça dit que lors de finances 2026, c'est ce qui a été dit. On vous a compris, monsieur. Bon, quand on fait la loi des finances, quand on parle de 78 milliards, ça veut dire que l'État va porter un sac de 78 milliards et aller donner à Artis. Donc, il y a des débats. Il n'y a pas qu'Artis. Hein. Du moins, c'est une ardoise qu'il faut éponger. Oui. Et l'État a pris ses responsabilités. Ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est que laisser le temps à l'État de se réorganiser. Parce que c'est un secteur qui est pratiquement en lambeaux. Avec Eneo, c'était le saupoudrage. Il fallait payer parfois le carburant pour essayer d'activer... Est-ce que, monsieur le maire, je sors avec vous, est-ce que ceux qui étaient là, ceux qui ont orienté la décision institutionnelle vers une privatisation, ceux-là, est-ce qu'ils avaient bien observé à qui ils bradaient? Puisque à l'époque, c'était quasiment des braderies. Ils bradaient des patrimoines de souveraineté camerounais. Est-ce qu'ils avaient évalué justement l'assise financière et même logistique de ceux à qui ils offraient des patrimoines de souveraineté camerounais? Est-ce que l'erreur, c'est pas à ce niveau? Le problème ici, c'est une plateforme financière. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas une entreprise. La plateforme financière, c'est que vous, monsieur Mbarga, vous mettez un peu, le maire Niemek met un peu, et nous constituons un budget. On nomme donc des gens qui peuvent saisir des opportunités d'investissement dans le monde. Je ne sais pas quand vous parlez d'évaluation, il fallait aller évaluer qui? La plateforme, le montant d'argent. Et quand vous parlez de braderie, je pense quand même qu'il faut souvent interroger le contexte. Oui. Le Cameroun était dans un programme d'ajustement structurel. Oui. Et les bailleurs de fonds ont imposé un certain nombre de manœuvres à l'État camerounais. L'État camerounais qui avait besoin d'un souffle financier était obligé de céder. Ce n'est pas une affaire, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas levé le matin, on a dit on a besoin d'argent, allons vendre la sonnelle d'antan. Il y a beaucoup, Camtel sans publicité, a résisté à cette braderie, parce que l'État s'est dit, avec ce qui est proposé, vraiment c'est un pan de souveraineté, notre communication que nous allons perdre. Donc maintenant que la situation s'assainit un tout petit peu, l'État estime qu'il faut reprendre en main ce secteur d'électricité
Maintenant, à peine un mois, nous trouvons déjà qu'on vit pire que ce qui se faisait il y a 10 ans. Merci, monsieur le maire. Je suis quand même un peu étonné. Celles qui ont fait déjà 2 semaines sans électricité. Non, mais les populations de Mungara n'ont jamais fait 2 semaines dans le... Nous sommes à Yaoundé. C'est un autre non, vraiment, moi je ne peux pas dire cela. Parce qu'eux-mêmes, ils vont faire des messages là où dire que ce n'est pas vrai. Vers vous. Alors, la faute pourrait être peut-être plus lointaine qu'on le pense, lorsqu'on a évoqué justement le processus qui amène l'État du Cameroun à ces braderies, c'est le terme, il n'est pas fort, qui est employé aujourd'hui avec le recul, mais aussi, est-ce que la faute ne pourrait pas être aussi un peu plus proche lorsque cela, à l'époque, qui avait le devoir d'observer justement Eneo, quant au respect du cahier des charges, ont laissé à ce que justement, on en arrive à cette détérioration de l'infrastructure qu'on constate aujourd'hui sans que les mesures adéquates ne soient prises pour justement recadrer et refixer le caractère du contrat qui liait l'État du Cameroun à Eneo. Oui, Stéphane, vous faites bien de parler d'infrastructure parce qu'en réalité, le nœud du problème des délestages, c'est la qualité de notre réseau de distribution aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous parlez dans votre thématique de retour des délestages, je me pose très bien la question de savoir, est-ce qu'il y a d'abord eu la fin des délestages? Parce qu'en réalité, notre système électrique au Cameroun a toujours connu ces problèmes. D'autant plus que la mise en place et l'entretien ne suivent pas. Nous nous retrouvons à une situation où nous avons une certaine fragilité du système de distribution. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque l'État décide de renationaliser INEO, nous voyons là un schéma directeur qui ressemble à celui du port autonome de Douala. Oui. Où, bien évidemment, lorsque l'État a voulu se ressaisir, récupérer le port autonome de Douala, il y a toujours eu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec INEO. À savoir que on va très vite à critiquer déjà l'État qui, normalement, a certainement un plan de restructuration qui pourra permettre que nous puissions sortir de l'auberge. Et c'est d'ailleurs parlant d'INEO où je vais profiter de saluer vraiment un citoyen camerounais qui aide à travers son association, les Camerounais, à résoudre les problèmes de l'électricité. À savoir qu'à chaque fois qu'il y a coupure dans un secteur, on l'appelle, il saisit directement les agents d'INEO qui interviennent directement sur le terrain. J'ai nommé ici Sa Majesté Georges Ngonidjoa qui à l'ARCEL, qui n'est autre que l'association de défense des consommateurs d'électricité. Oui. Et il intervient au quotidien. Vous lui envoyez le message, il interpelle les agents d'INEO et ils arrivent promptement sur le terrain et ils résolvent le problème. C'est l'occasion pour moi franchement de le saluer ici. Donc pour dire quoi? Pour dire que INEO a d'abord un premier problème. N'oublions pas que INEO c'est un commerçant. INEO est venu au Cameroun pour se faire de l'argent. Et pour se faire de l'argent, INEO était censé investir. Oui. Ce qui, en réalité, n'a pas suivi. Parce que nous nous retrouvons toujours encore avec des anciennes structures qui, aujourd'hui, ne nous apportent pas résultat. On se retrouve donc dans une situation où, non seulement INEO est hyper endetté aujourd'hui, on parle d'une dette de près de 8 milliards par mois. Issu de quoi? Issu de ce que nous avons une gouvernance qui privilégie une certaine catégorie de sociétés qui, ma foi, ne payent pas de l'électricité. Je voudrais prendre ici aujourd'hui, vous connaissez comment est-ce que nos grandes structures, ministérielles payent l'énergie. Vous connaissez comment est-ce que les grandes sociétés, les universités payent de l'énergie. Or, ce sont des structures qui consomment énormément l'énergie, causant ainsi... les universités payent l'énergie. Vous allez donc comprendre comment. Il y a un moment où nous étions du côté de soi, on a failli assister à des coupures.
où on a présenté l'ardoise à l'université et elle était sommée de payer. C'est justement ça le problème. Présenter l'ardoise après combien de temps? Or, chez vous, les factures arrivent chez vous après combien de temps? C'est pour faire la différence entre les grands consommateurs et les petits consommateurs d'électricité. Et c'est d'ailleurs, il se pourrait que le minier aurait instruit par rapport au problème de délestage qui refait surface avec l'étiage et tous les problèmes qu'ils évoquent. Oui. Le minier aurait instruit que les délestages soient beaucoup plus accrus du côté des grandes entreprises de consommation d'électricité par rapport aux ménages. Aucun ministre ne peut le faire. J'ai dit aurait. Faut enlever Je ça. suis C'est au pas conditionnel. Alors, à partir de cet instant, vous voyez à quel niveau nous nous retrouvons. Le problème qu'on a aujourd'hui au niveau de INEO, c'est un problème non seulement d'endettement, mais aussi de la qualité des infrastructures. Oui. Ne l'oubliez pas, l'État, avec ses projets structurants, a eu à investir près de 1000 milliards pour cette affaire d'énergie au Cameroun. Des années plus tard, nous en sommes où? Alors, si l'État décide donc aujourd'hui de récupérer, de renationaliser ce secteur d'énergie, je ne sais pas pourquoi on fait déjà un procès à l'État du Cameroun aujourd'hui, qui forcément aura un plan de restructuration, un plan de redressement par rapport à cette situation. Parce que, parlant de ce plan de redressement, nous aurons certainement quoi? Nous aurons la mise en place des infrastructures, le remplacement des infrastructures avec l'ARCEL qui est censé transporter l'électricité et qui connaît même, parce que là on fait semblant de ne pas faire allusion à l'ARCEL, qui ici connaît des difficultés énormes dans le transport d'électricité. Le de l'ARCEL. Donc, à partir de cet instant, nous nous retrouvons avec un déficit au niveau des barrages. Le barrage de Naktigal qui venait d'être, qui a une capacité de plus de 400 MW et qui est censé délivrer 300 MW, n'arrive même pas à le faire, faute de transport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-il lui-même déjà opérationnel? Si. Naktigal est opérationnel. Mais combien? Naktigal est opérationnel, mais n'atteint pas encore son maximum. C'est pourquoi je parle d'un 300 mégawatts qui doivent être délivrés, mais qui ne le sont pas encore. C'est de ça qu'il est question. Quand vous prenez, vous rentrez à Menvele. Menvele est déjà opérationnel, mais est-ce que Menvele délivre déjà son maximum, déploie son maximum sur le terrain? Voilà autant de problèmes. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on revient sur la renationalisation, il faut qu'on donne un peu de temps à l'État du Cameroun. Question de restructurer effectivement cette entreprise et nous espérons que nous allons sortir de l'auberge. Nous allons sortir de l'auberge. Timothée Somba, c'est vrai que les Camerounais ont l'art de se montrer impatients lorsque justement c'est un Camerounais qui est à la manette. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est que le procès qui est fait aujourd'hui, puisque nous sommes en période de veille de fête et qu'il y aurait quelques délestages ici et là, est-ce que véritablement il y avait urgence à virer Néo, puisque c'est le terme, lorsque justement on se rend compte que le cahier des charges n'est pas respecté, mais de façon plus ou moins structurée encore, est-ce que le processus dès la base avec les privatisations n'a pas été raté et que ce qu'on constate aujourd'hui avec ces réseaux affaissés, avec cette logistique qui ne suit pas, n'est que justement la résultante d'une erreur de casting et d'une erreur à la base avec des privatisations mal gérées. Stéphane Barga, permettez-moi de vous faire remarquer que votre question a 3 volets. Est-ce que j'aurai assez de temps pour allez-y, commencez par le début. Voilà. Je vais entrer avec cette pensée de Charles de Gaulle qui disait que le premier impératif d'un État est d'exister. Et pour exister, l'État doit contrôler toutes ses ressources. Et parmi ces ressources, il identifiait l'énergie comme étant la ressource la plus vitale. Celle sans qui l'État n'est pas indépendant et n'est pas maître de sa sécurité nationale.
le débat sur l'opportunité de la renationalisation ou pas est un débat dangereux parce que ce n'était pas un luxe pour le Cameroun de renationaliser. C'était un impératif catégorique qui fait qu'on n'aurait jamais dû privatiser le secteur de l'énergie. Oui. Mais vous connaissez toutes les mafias qu'il y a eu tout autour qui ont amené AES ici. AES qui s'est engraissé. Et vous connaissez toutes les mafias qui ont permis, avec l'ancien ministre dont on n'a pas besoin de prononcer le nom, qui est en exil aujourd'hui, un exil bizarre, parce que personne ne l'a condamné à l'exil, mais Basil Atanakuna est hors du Cameroun, et vous connaissez tout ce qu'on a dit autour de sa gestion camerounaise des eaux, et vous voyez tous les problèmes qu'il y a là-bas. Maintenant, on arrive au secteur de l'électricité avec des barrages comme celui de Mekin, qui est un flop total, celui de Menveleux qui a été repris en main par l'État et la société de patrimoine EDC qui produit 250 MW, qui fonctionne, mais qui a été mis à l'arrêt justement à cause de Eneo. Parce qu'Eneo ne voulait pas utiliser l'énergie de Menveleux, encore pour des affaires de mafia, privilégiant l'énergie de Dibamba, l'énergie de Globelec et l'énergie de Nassigal. Donc il faut dire que le fameux TKP que les gens attaquent à Nassigal n'est pas une nouveauté. Dibamba est déjà dans le TKP, là-bas c'est 8 milliards. Mais les Camerounais n'en ont pas parlé. Vous comprenez que la communication vise souvent à détruire des individus. Maintenant, je vais faire un bref détour sur la question du délestage à l'heure actuelle. Oui. Elle est liée, premièrement, aux problèmes infrastructurels et secondement, aux problèmes périodiques liés au climat. Parce que Nachtigal produit 420 MW avec une capacité installée de plus que ça. Nachtigal est à 100% opérationnel. Mais Nachtigal aujourd'hui n'injecte que 300 MW dans le réseau. Pour quelle raison? L'étiage. L'étiage, c'est la saison sèche. Bien qu'on ait des barrages réservoirs, ils ne peuvent pas suppléer l'eau qui alimente les cours d'eau. Parce que voyez-vous, le mix énergétique que le Cameroun utilise dépend à 70% de l'hydrologie. Parce que nous fonctionnons avec l'hydroélectricité. 20% avec les centrales à gaz et les centrales thermiques de Globelec, KPDC à Kribi et la Dibamba. On est en train de voir dans quelle mesure redynamiser la centrale à gaz de Limbi, qui justement va venir juguler la question des délestages. Alors il se passe quoi? Eneo n'honore pas ses factures avec Globelec, qui a mis ses centrales thermiques à l'arrêt. Ça fait 20%, c'est aussi 300 MW. Oui. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le mix énergétique du Cameroun est comment on appelle ça? Est diminué de pratiquement 300 MW. Monsieur Somba, Globelec, c'est un investisseur étranger. Globelec, c'est un investisseur étranger. Alors, qui lui... Où est-ce que la souveraineté du Cameroun s'exprime? Si on peut trouver... Je vais revenir sur les questions de souveraineté. J'explique d'abord l'origine des délestages actuels. Oui. Les fournisseurs des néo privés, tels que Globelec, ont fermé le robinet parce que Néo ne paye pas. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est les anciens barrages et Nachtigal qui alimentent le réseau, ce qui ne peut pas suffire pour la demande. Maintenant qu'on a compris cela, on doit se poser la question. On a renationalisé, mais est-ce que Néo est parti? Et Néo n'est pas encore parti. Parce que les 78 milliards que l'on doit verser Néo n'ont pas encore été versés. Et la date butoir pour le versement de ces 78 milliards, c'est le 18 janvier. Oui. Donc, tant qu'on n'a pas versé les 78 milliards, Eneo est là. Mais là, on peut assister à un sabotage de Néo, s'il faut... Je l'ai dit à demi-mot. Oui. Si vous voulez donc que je l'ai dit, je l'ai dit. Parce que Eneo, sachant qu'il part, et que c'est l'État, le repreneur qui va hériter de tout son passif, vous pensez qu'il va encore payer les fournisseurs? Eneo maintenant fait comme si lui n'a jamais eu 5 francs. Il ne paye pas Globelec,
il ne paye pas EDC, il ne paye Les pas sous-traitants sont aux il ne paye abois. pas les sous-traitants. Il attend ses 78 milliards pour partir et vous laissez vous débrouiller. C'est la raison pour laquelle la renationalisation n'est pas une option. C'est un impératif. Donc, il faut que les Camerounais comprennent, je le dis avec la gravité nécessaire, que Eneo ne veut plus juguler la question des délestages, qui est mitigable. Elle est mitigable parce que Memvere, qui a une capacité de 250 MW, peut injecter. Mais Eneo ne va pas payer. Eneo ne va pas payer. Sim. Ça fait donc que... Je voudrais... Ça fait donc le débat, la question donc sur la question sur la renationalisation permet quoi? La plupart des personnes endettées auprès d'Eneo, en dehors de Globelec, c'est l'État du Cameroun. Oui. Eneo doit à EDC, Eneo doit à la Sonatrel. Qui sont qui? C'est l'État du Cameroun. La renationalisation va permettre à l'État d'opérer des compensations internes. Parce qu'il faut qu'on sorte de l'idée que l'électricité est un bien de consommation sur lequel on doit se faire des bénéfices. L'électricité est un bien de souveraineté qu'on ne doit pas vendre comme on vend les beignets. Parce que sans électricité, vous ne pouvez pas industrialiser. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la renationalisation permet donc au Cameroun d'être souverain à quel niveau? On est souverain au niveau de la production, on est souverain au niveau de la gestion de l'eau, parce que c'est EDC qui, faut-il le dire, gère toute l'eau qui alimente les barrages au Cameroun, à partir du barrage de Lompanga, qui a une capacité de 6 000 milliards de mètres cubes d'eau, et qui permet de réguler tout le bassin de la Sanaga. Si on contrôle la production, et il faut que les Camerounais sachent que c'est EDC qui vend l'eau en Actigal. Ça, quand on parle de souveraineté, ça commence là. Ça veut dire que si on coupe le réservoir d'eau en Actigal, ils ne vont pas produire d'électricité. Si on contrôle la production, on contrôle le transport, on contrôle la commercialisation, nous sommes maîtres de notre destin. Merci. Mais je vais sortir en décriant un fait. Oui. Comment est-ce qu'on a abouti à 78 milliards? On a abouti à 78 milliards à la suite d'une expertise de KPME Paris. Tout simplement parce qu'il y a deux ministères qui financent l'économie du Cameroun, ministère des Finances et ministère de l'économie, qui ont dit qu'ils n'avaient pas 500 millions pour payer l'expertise. C'est terrible quand même de savoir ça. Qui paye donc l'expertise? C'est la Banque mondiale qui finance KPME Paris pour aller contre-expertiser ce que Eneo demandait. Vous vous rappelez qu'Eneo demandait 156 milliards. Après contre-expertise, KPME Paris dit payé par la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de francs CFA, dont le ministère des Finances et le ministère de l'économie du Cameroun avaient dit qu'ils n'ont pas 500 millions de francs CFA pour contre-expertiser et encourager l'État à payer 100 milliards. Oui. C'est KPME Paris, commandé par le ministère de l'eau et de l'énergie sous financement de la Banque mondiale, qui dit, au regard de toutes les difficultés économiques et financières, le minimum qu'Eneo va accepter pour partir, c'est 75 milliards. Le maximum que vous devez payer pour ne pas vous faire entuber, passez-moi l'expression, c'est 80 milliards. C'est donc ainsi que les négociations financières seront bouclées dans l'intervalle 75-80 pour aboutir aux 78 milliards. S'il vous plaît, ce que je vais dire est important. Vous pouvez donc observer toute la cabale qu'il y a aujourd'hui contre le ministre de l'eau et de l'énergie. Parce qu'il a fait perdre au moins 20 milliards à une certaine mafia. La mafia est composée par qui? Par des Camerounais nichés dans certaines institutions, parfois publiques, qui sont actionnaires de Actis. On ne peut pas lui donner la paix parce qu'il a empêché aux gens de manger. Et c'est la raison pour laquelle ils vous disent renationalisation, retour des délestages. Les Camerounais doivent comprendre qu'il n'y a aucun lien entre la renationalisation et les délestages. Les délestages sont liés à des aléas techniques et climatologiques, mais la renationalisation, justement, va nous permettre de mieux gérer nous-mêmes et notre endettement et notre production.
Merci Timothée et Somba pour justement ce développement. Alors, monsieur le maire, Désolé d'avoir été long. je me tourne vers vous. Ce qui est clair, c'est que les Camerounais ont besoin de comprendre ce qui se passe lorsque on a l'impression que les deux éléments sont liés. À peine on nationalise, à peine les sages font de plus en plus surface, de façon plus aggravée. Est-ce que justement, on peut dire que les éléments qui sont aujourd'hui ceux de souveraineté brandis par l'État du Cameroun sont censés nous conduire cela vers à ce qu'on puisse arriver à des dates, à des records symboliques comme au Rwanda où on a fait 10 ans sans coupure, ou comme en Allemagne où on a fait 35 ans sans coupure. Est-ce que justement le cap qui est fixé aujourd'hui par l'État du Cameroun avec cette renationalisation est celui-là, celui de la performance, celui du dynamisme, celui de la concrétisation d'une vision qui est celle d'une énergie capable de porter le développement? Stéphane Baga, la première chose que je dois vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a nationalisé qu'elle est délestage. Ça, il faut séparer ça. Oui. C'est un problème structurel et infrastructurel. La deuxième chose, c'est que Eneo est là. Il est encore là. Et il risque d'être encore là pour longtemps. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est que sur le plan structurel, le Cameroun n'est pas encore prêt à prendre Eneo en main sur le plan opérationnel. Ça, il faut le dire clairement. Parce que ça nécessite un certain temps. L'autre chose, c'est qu'il faut entrer dans la concession d'Eneo. Qu'est-ce qu'on a concédé à Eneo? Pour comprendre. Parce qu'on est sur le tout mélangé. Le Cameroun est resté avec ses sociétés de patrimoine, même si elles ont été créées à un moment donné, mais c'est le Cameroun qui doit produire son énergie. Les institutions de budget, à un moment donné, leurs institutions avaient estimé que le Cameroun ne paye pas sa facture d'énergie parce que c'est elle-même qui doit tout faire. Elle produit, elle transporte et elle distribue et elle vend. On a pris le vecteur le plus facile en estimant qu'une société privée aurait les moyens pour faire payer à l'État. Et malheureusement, ça n'a pas trop changé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il faut le reconnaître, ça n'a pas trop changé. Lorsqu'on envoie une facture d'électricité à la mairie, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Je ne dirais pas ça ici. Qu'est-ce que vous faisiez? À l'époque, vous étiez à l'université tout à l'heure. Attendez, vous croyez que les factures de 25 milliards arrivent une seule fois? Non, c'est que chaque mois, on dépose une facture quelque part. Mais je ne vois pas l'entreprise privée qui est capable de couper l'énergie, même en mairie, Voilà. si elle ne paye pas. On peut faire du bruit, vous sommez, mais on n'arrive jamais à couper. Ça veut dire que le vecteur qu'on avait confié à Eneo, c'est parce qu'on estimait que les privés pouvaient le faire mieux. Malheureusement, les pesanteurs, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant 10 ans, Eneo a dit que l'État lui devait 160 milliards de consommation d'énergie. On disait que c'était trop et tout et tout. Ça allait en s'augmentant. Donc il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a nationalisé que les décès ont fini, non. Le problème structurel va rester. Qui produit l'énergie au Cameroun? C'est l'État. Soit elle-même, à travers les sociétés de patrimoine, soit en sous-traitant à d'autres entreprises qui en réalité rentrent dans l'État. Oui. Qui transporte l'énergie? C'est l'État. C'est ça la réalité. Et Eneo faisait quoi? Eneo commercialisait ce qu'on a produit, ce qu'on a transporté. Mais pour transporter, il faut également beaucoup d'investissements. D'abord pour produire. L'État a investi énormément en termes de production. La moitié au moins c'est les éléphants blancs. Timothée Soma, c'est certainement ce qui s'est passé. Je ne peux pas croire qu'on n'ait pas l'expertise nécessaire pour savoir que nous devons créer un pool. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire l'énergie et nous dire que ça, on finit de produire, qu'on commence à réfléchir à la ligne de transport d'énergie. Non. Et Timothée va finir par quelque chose de très grave, la mafia. Je suis de ceux qui pensent que la renationalisation de la commercialisation de l'énergie, parce que ce n'est pas tout, était nécessaire. Mais il y avait des préalables à faire. Parce que chaque entreprise a une dette déclarée, une dette non déclarée. Toutes les entreprises du monde. Est-ce que l'État sait ce qu'il a repris? Parce que je peux dire, pour parier sur le futur, il faut savoir ce que vous avez repris. Je ne suis pas certain. Quand l'état actuel de la comptabilité de Eneo, l'État sait même. Puisque l'État a dû se faire accompagner par la Banque mondiale pour savoir ce que vaut Eneo. C'est ça le problème. La Banque mondiale, c'est qui? C'est ceux-là qui nous ont encouragés à privatiser le service commercial de Eneo.
Voilà, comme ça, ça se passe comme ça, parce que vous me soupçonnez d'avoir tué votre frère, et moi je veux faire l'autopsie. Vous me le dites, hein, monsieur Niek. Il n'est possible que vous ayez tué mon frère, et je vous dis non, je vais faire l'autopsie pour vous que je n'ai pas tué. La Banque mondiale, permettez-moi de le dire, nous a entraînés à un moment donné à la privatisation, parce qu'on estimait qu'il y a un pan qu'on ne faisait pas bien. Parce que si Timothée me prend l'argent, me paye pas, je lui fais quoi? En réalité, rien. Parce que dans notre famille, on me dit, tu as mis ton frère en prison pour l'argent. On estime donc que si Timothée prend l'argent à quelqu'un d'autre, alors on prend la personne là pour recouvrer au moins les dettes que je ne peux pas recouvrer. Malheureusement, tout ça a échoué. Et je ne suis pas certain qu'on ait vraiment fait l'audit pour savoir ce que nous reprenons. Et c'est pour ça que moi, je ne parie pas sur l'avenir. Je peux prendre le risque parce que l'État, à un moment donné, peut classer les dettes en perte et profit et continuer. C'est la seule façon. C'est la seule façon. C'est la seule façon de dire qu'on doit, comme c'est à moi qu'on doit, perte et profit. Hein? On continue. Mais dans le cadre d'une entreprise normale, ce n'est pas demain qu'on va combler ce qui a été créé par nous-mêmes. Parce que nous, on se comporte comme si nous devions produire de l'énergie, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est nous qui a fait Mekin? Est-ce que c'est nous qui a fait Nachtigal? Ce n'est pas nous. Le véritable problème est un problème structurel. Il faut qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que nous on parle des choses plus sérieuses, qui ne me semblent pas être les délestages. Je dois dire que je suis de ceux qui sont de délestages. Vraiment énormément. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain soit mieux? Oui. Il faut s'arrêter. Il faut, je rappelle que, ça va vous gêner un peu, il y a un barrage qui est en cours de construction, de lancement des travaux. Où le barrage s'est retiré momentanément pour qu'on refasse une étude sur le secteur de l'électricité. Je ne vais pas le dire. Mais on attendait 2500 emplois de ce Picote. Ce n'est pas demain. Donc il faut s'arrêter pour se dire à quel niveau nous sommes responsables de notre propre situation. Parce que les gens se comportent comme si c'était en transit au Cameroun. Comment pouvez-vous, dans un montage financier normal pour construire une Nachtigal, faire assumer le risque financier à l'État? Nous l'avons fait 2 fois. Si vous regardez le montage financier de Nachtigal, c'est l'État qui assume le risque financier. Ça veut dire que dès que c'est produit, même si ce n'est pas distribué, vous êtes acheteur, vous devez nous payer. Nous l'avons fait avec le stade d'Olembe, qui était le complexe multisport Paul Biya. Oui. On a accepté que l'entreprise qui construit cherche le financement et construise. Et à la fin, quand ça échoue, qu'est-ce qui échoue? C'est que le stade n'est pas là. Mais nous devons payer, c'est un financier encore, nous devons payer aux gens qui nous ont fouillé à la réalité. Timothée Somba, je pose, comme il sait faire l'investigation. Qui est derrière les gens à qui on verse l'argent? La mafia. La mafia. Et c'est ça le vrai problème. En réalité, nous montons une histoire, on va en concordat et on paye. Et si vous regardez à qui on paye véritablement, vous allez comprendre. C'est ça qui est gênant. Et c'est pour ça que moi je dis, l'État n'avait pas d'autre choix, ça je suis d'accord avec Timothée, que de reprendre le service commercial qu'on avait confié à quelqu'un d'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut prendre le temps de savoir où nous sommes. Pour la production, le transport, la distribution, et même... Parce que je rappelle que la dette commerciale de NEO, elle ne me semble pas avoir été auditée. Et NEO doit combien à ses fournisseurs? Au sous-traitant, par exemple. Non, j'ai dit les fournisseurs d'abord. Oui. Environ 60 millions Je ne sais par pas. mois. Environ. Et NEO doit combien à ses sous-traitants? Lorsqu'on reprend l'entreprise, on reprend à la fois l'actif Le passif. et le passif. C'est tout ça mis ensemble que je vous ai dit. À un moment donné, l'État va seulement classer tout ça, tout le passif en perte et profit. C'est 800 milliards. Pour pouvoir avancer. Voilà. Maintenant, ce qui reste compte, est-ce que l'État, j'ai fini par là, Oui, rapidement. est-ce que l'État est capable de revoir le contrat qui lie le Cameroun à EDF Pour Nachtigal. pour Nachtigal, de manière que le risque financier soit transféré à quelqu'un d'autre que l'État? Bon, C'est si une vous interrogation. Si vous voulez la précision, le risque financier était supporté par la Banque mondiale C'est la même chose. à hauteur de 100 milliards. Voilà. Dans le compte de pas la Banque mondiale parce qu'on n'est pas liquide. Le projet Nachtigal est un projet viable. Oui. Le souci est que, je l'ai dit avec le cœur un peu fendu, Oui.
On a des lignes de transport de 90 kV. Et on a réussi à penser que les lignes de transport pouvaient transporter 225 C'est impensable. kV. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne de transport. On a donc une énergie de Nachtigal aujourd'hui qui arrive à Douala, mais qui ne peut pas atteindre les ménages. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut construire une ligne de transport de l'énergie de Nachtigal de 225 kV. Le problème, c'est qu'à Douala, elle doit passer en zone urbaine. Ça veut dire qu'il faut refaire des indemnisations. C'est très Et si grave. on décide de ne pas utiliser ce modèle et d'utiliser la ligne ancienne, il faut la démanteler et mettre les câbles appropriés. C'est la même chose que construire une autre ligne d'énergie électrique. En démantelant, pour mettre les câbles appropriés, on va plonger les populations Dans le noir. peut-être sur 6 mois ou 1 an. C'est ça. Est-ce que nous sommes prêts? Donc, je suis d'accord avec monsieur le maire. Non, Peut-être que c'est là pour la prochaine. C'est presque achevé. On va essayer de prendre l'avis de Maître Ballon Dambélé sur le plateau. Alors, lorsque tout ceci est dit au Camerounais, il y a de quoi avoir peur, mais aussi il y a aussi de quoi avoir de l'espoir, puisque justement, il y a un éveil de conscience qui est établi, il y a une reprise en main. Il faut dire aux Camerounais que, justement, il y a des sacrifices qui pourront être faits de façon très, très souple, mais que, justement, on est dans un processus qui va amener à ce que les ménages soient plus amplement fournis en électricité. Oui, bien sûr, il faut le dire aux ménages qu'il y a des sacrifices à faire. Mais souvenez-vous également, comme vient de le relever Timothée Somba, excusez-moi. on va aller rapidement, Voilà, parce que le temps est achevé. Voilà, et il y a un problème d'indemnisation qu'il faut déjà d'abord poser, parce qu'au-delà de l'augmentation de densité, c'est ça? De la puissance. De la puissance. Capacité de transport. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a encore des personnes ici à Yaoundé dont les indemnisations n'ont pas toujours été payées? Des personnes dont des personnes qui tirent des ficelles dans l'ombre pour récupérer des indemnisations à la place et en lieu et place des ayants droit. Et le directeur de Sonatrel est au courant. Non, monsieur, non. Et c'est quelque chose aussi. Vous n'avez aucune compétence pour l'affirmer. Non, je ne sais pas permis. On va rester sur, justement, on va rester sur les a priori, mais vous ne pouvez pas affirmer ici que le directeur d'une entreprise publique serait... Puisque j'ai un dossier, j'ai des dossiers sous la main. Et il y a 24 requêtes actuellement au niveau de la préfecture d'Onfou qui sont en souffrance. Permettez qu'on fasse des investigations que le nôtre. Donc oui, je vais vous donner des éléments. Je vais vous donner tous les éléments. Ils m'écoutent. Ils savent de quoi je parle. Merci. Et oui, et puis bon, merci, pour revenir à la question, on va dire que on te fait la parole à quelqu'un d'autre pour que... Nous sommes en train de conclure le mot de la fin, monsieur Ngoulou. Oui, Stéphane Baga, l'avantage aujourd'hui au Cameroun, c'est que les actions publiques sont de plus en plus connues. L'information est de plus en plus publique. La preuve en est que sur le plateau, nous avons tous les chiffres, nous savons ce qui se passe. Il faudrait donc que ceux qui ont la parole publique essayent de dire aux populations... De rassurer tout au moins. Rassurer les populations que l'État est à la manœuvre. Oui. Je n'ai pas envie de dire que c'est du pile ou face, mais néanmoins, la situation est en train d'être maîtrisée. Merci monsieur le maire. Monsieur Ngoulou, situation qui est en train de... Monsieur Assiga, situation qui est en train d'être gérée, il faut rassurer le ménage. Bien entendu, l'État a déjà engagé un processus, celui de la renationalisation, et l'État ne saurait reculer aujourd'hui, que l'État récupère davantage sa commercialisation qui est d'ordre souverain. Et maintenant, dans cette récupération, il est premièrement question de mettre sur pied un plan d'urgence de redressement. Ce plan d'urgence de redressement va permettre de voir, commencer d'abord par l'audit, pour connaître et comprendre effectivement à quel niveau, quels sont les coûts, les charges que Eneo a laissé, voir dans quelle mesure il faut
peut-être les aplanir, Oui. et maintenant relancer donc dans l'infrastructure, augmenter la production et tout ce qui va avec. Merci. Qu'il y ait quand même déjà la volonté de le faire, et ensuite on pourra donc s'adresser aux populations en leur demandant de supporter que nous sommes en train d'aller. Je vous ai pris l'exemple du port de Douala. On va comprendre. À l'heure actuelle, le port de Douala est en train de sortir port n'a jamais été de l'auberge. Merci, merci. Donc j'essaie. En une minute. En fait, il faut préciser quelque chose. En une minute. La renationalisation des NEO, on n'a même plus besoin d'audit. C'est ce travail que KPM a fait. La renationalisation des NEO est soluble dans un programme qu'on appelle le Compact énergétique du Cameroun, qui a bénéficié de toutes les validations, les certifications de Washington pour intégrer le Cameroun dans un financement de 24 millions de dollars, où on a pris 20 pays d'Afrique qu'on va financer à l'horizon 2030. Ça veut dire que le Compact énergie avait déjà prévu qu'on va renationaliser NEO, avait déjà prévu comment on va restructurer, avait déjà prévu comment on va gérer la dette. La question aujourd'hui est que d'ici le 18, NEO parte pour que les Camerounais reprennent en main la structure. En une minute, monsieur le maire. Parce que Stéphane, rassure-toi. la réalisation me fait des grands signes. L'esclavage a ceci de bien. C'est que vous ne payez pas de nourriture, vous ne payez pas d'eau, vous ne payez pas d'électricité. Lorsque vous êtes un esclave, vous êtes nourri par l'esclavagiste pour qui vous travaillez. La sortie de l'esclavage a donc un prix. Moi, je ne veux pas dire des choses qu'on ne va pas faire demain. On a fait le choix souverain de reprendre les choses en main. Il faudra qu'on sache qu'il faudra consentir des sacrifices. Lorsqu'un esclave sort de la barrière de son patron, il doit apprendre à payer l'eau, à payer le loyer et à payer l'électricité. Donc il est possible qu'en attendant que le tout là soit mis en œuvre, Qu'il y ait quelques sacrifices à faire. absolument, il faut comprendre. Merci. Merci, monsieur le maire. Il y aura des sacrifices à faire. C'est ce qu'on peut dire, tout en rassurant les populations que, bien évidemment, tout pourra être fait pour que les fêtes soient un peu plus apaisées et qu'il y ait moins de délestage. Merci, maître Onambele, pour justement votre présence. Timothée Somba, monsieur le maire Ngoulou, monsieur le maire Niek, merci à vous, monsieur Asiga. Merci à ceux qui ont réagi de Côte d'Ivoire, du Congo, du Rwanda, de Guinée équatoriale, de Belgique, de France, des États-Unis, puisque Info TV, c'est le média ouvert sur le monde. Vous ne bougez pas. 19h, c'est le temps de l'information. Mildred Fongue est déjà dans les parages pour justement vous servir le meilleur de l'information en langue de Shakespeare. 20h, Madeleine Kanbi. Exercice, toujours pour l'information, la vraie. Bon début de week-end.